Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne sont pas simplement deux alliés politiques. Pendant longtemps, ils ont été présentés comme les deux faces d'une même pièce. Sonko était le tribun, le combattant, la voix qui portait la colère d'un peuple. Diomaye était le discret, le rigoureux, celui qui travaillait dans l'ombre, qui gérait, qui structurait. Ensemble, ils portaient le projet PASTEF, les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Un nom qui résonne encore comme une promesse dans les rues de Dakar, de Ziguinchor, de Thiès et de Saint-Louis. Mais voilà que la réalité du pouvoir a fait ce qu'elle fait toujours dans l'histoire politique africaine et mondiale. Elle a révélé les failles, les tensions, les ambitions contrariées. Bassirou Diomaye Faye est devenu président, Ousmane Sonko est devenu premier ministre. Et rapidement, les observateurs les plus attentifs ont commencé à percevoir des signaux inquiétants. Des désaccords sur la gestion du pays, des divergences sur la manière de traiter avec les partenaires étrangers, des frictions sur le contrôle de l'appareil d'État. Et puis, un jour, l'inévitable, Diomaye Faye a signé le décret de révocation d'Ousmane Sonko de son poste de Premier ministre. Ce moment-là, beaucoup l'ont vécu comme une rupture symbolique, mais ce que peu de gens ont compris immédiatement, c'est que cette révocation n'était peut-être que le début d'une guerre bien plus longue, bien plus profonde, et dont les enjeux dépassent de loin la simple personnalité de ces deux hommes. Ce qui est en jeu, c'est le destin institutionnel du Sénégal. Ce qui est en jeu, c'est la démocratie sénégalaise, un modèle qui pendant des décennies a été présenté comme une exception africaine. Et aujourd'hui, cette exception est menacée. Par qui? Par quoi? C'est exactement ce que nous allons décortiquer ensemble. Revenons maintenant sur un élément juridique fondamental que beaucoup de gens ont négligé et qui est pourtant au cœur de toute cette affaire. Ousmane Sonko a été élu député lors des dernières législatives. Et là, il y a un problème constitutionnel majeur que des juristes sénégalais ont commencé à soulever publiquement. Selon la loi sénégalaise, un ministre qui devient député se retrouve dans une situation juridique très particulière et sans ambiguïté possible. La loi est claire. Un ministre devenu député n'a qu'une seule option. Il doit démissionner. Pas de suspension possible, pas de mandat mis en veille, pas de lettre envoyée au Parlement pour demander un traitement de faveur. La démission et rien d'autre. Or, et c'est là que l'histoire commence à prendre une tournure véritablement explosive. Ousmane Sonko a été révoqué de son poste de Premier ministre, puis il a tenté de faire valoir son droit à siéger à l'Assemblée nationale comme député. Sauf que selon ces mêmes juristes, cette démarche serait illégale, parce que pour être légitimement député, il aurait fallu qu'il démissionne de son poste de ministre avant même d'avoir été validé comme représentant du peuple à l'Assemblée. Ce n'est pas ce qui s'est passé, et donc une question d'une gravité constitutionnelle immense se pose. Ousmane Sonko est-il réellement, légalement, député du Sénégal? Certains juristes répondent non, et si la réponse est non, alors tout ce qui se construit autour de sa présence à l'Assemblée nationale est potentiellement frappé de nullité. Ses votes seraient nuls, sa participation aux travaux parlementaires serait illégale. Et les députés qui auraient voté pour valider sa présence auraient commis ce que le droit appelle une forfaiture. Un mot grave, un mot rare, un mot qui dans d'autres contextes a mené des hommes devant des tribunaux. Il y a eu une lettre, paraît-il. Une lettre dans laquelle Sonko demandait lui-même sa suspension au Parlement plutôt que sa démission. Une tentative de trouver une troisième voie que la loi ne prévoit pas. On peut écrire toutes les lettres que l'on veut, la loi reste ce qu'elle est. Je peux moi-même écrire une lettre demandant que la tour Eiffel m'appartienne, cela ne changera rien à la réalité juridique. Ce qui compte, c'est ce que dit la loi. Et la loi sénégalaise, en l'occurrence, ne laisse aucune place à l'improvisation. Mais alors, pourquoi cette tentative? Pourquoi chercher à rester à l'Assemblée nationale à tout prix? Et c'est là que les choses deviennent véritablement inquiétantes. Parce que si l'on en croit certaines sources proches des cercles politiques dakarois, et en particulier les affirmations publiques d'un journaliste sous mandat d'arrêt international, Majan Baljan, Ousmane Sonko ne cherche pas simplement à siéger à l'Assemblée nationale par conviction républicaine. Il chercherait à s'emparer de la présidence de cette Assemblée. Et une fois installé à ce poste stratégique, il chercherait à faire voter une mise en accusation du président Bassirou Diomaye Faye pour haute trahison. Voilà le scénario. Voilà ce que certains appellent le coup d'État stratégique. Pas un coup d'État militaire avec des tanks dans les rues. Pas des soldats qui renversent le palais présidentiel, non. Quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus dangereux à long terme,
parce que habillé dans le vêtement de la légalité. Utiliser les institutions pour détruire un chef d'État. Utiliser la démocratie comme une arme contre la démocratie elle-même. Ce type de coup d'État, les politologues le connaissent bien. Ils l'appellent parfois un coup d'État constitutionnel. Et dans l'histoire contemporaine, il a été utilisé dans plusieurs pays avec des conséquences dévastatrices pour les populations concernées. Mais attendons. Avant d'aller plus loin, je veux m'assurer que vous comprenez bien les enjeux de ce que je viens de vous décrire. Parce que beaucoup pourraient dire, et alors, les politiciens se battent entre eux, c'est normal, les partis se déchirent, c'est la démocratie. Sauf que là, nous ne parlons pas d'une simple querelle de chefs. Nous parlons d'un affrontement qui touche aux fondations même de l'État sénégalais. Et le Sénégal n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui, pendant des décennies, a été présenté comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest. Un pays qui a réussi des alternances politiques et pacifiques quand ses voisins sombraient dans le chaos. Un pays dont la stabilité a longtemps été un référent pour toute la sous-région. Si le Sénégal bascule dans l'instabilité institutionnelle, ce n'est pas juste le Sénégal qui en souffre. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui voit son seul modèle démocratique solide s'effriter. C'est des millions de citoyens qui perdent confiance dans la capacité de leurs institutions à protéger leurs droits et leur vie. C'est une porte ouverte à des aventures politiques beaucoup plus dangereuses. Et c'est aussi un message envoyé à ceux qui, depuis des années, affirment que la démocratie ne peut pas fonctionner en Afrique. Maintenant, parlons de Diomaye Faye. Parce que dans ce récit, il serait injuste de le réduire au simple rôle de victime passive. Bassirou Diomaye Faye n'est pas un homme faible. Il a prouvé au moment où il a signé le décret de révocation de Sonko qu'il était capable de prendre des décisions difficiles. Des décisions qui lui ont sans doute coûté politiquement. Parce que vous imaginez bien que la base militante de PASTEF n'a pas accueilli cette révocation avec des fleurs et des applaudissements. Il y a eu des tensions, il y a eu des reproches. Et il y a eu, dans certaines franges du mouvement, une tentation de choisir son camp. Mais Diomaye a tenu, et certains analystes lui donnent raison. Ils disent, le président a vu quelque chose, il a senti quelque chose, et il a agi avant que la situation ne devienne irréversible. La question est de savoir si ces actions ont été suffisantes ou si Sonko a déjà mis en place un plan B. Un plan B qui passe justement par cette tentative de s'installer durablement à la tête de l'Assemblée nationale. Il y a un autre élément dans cette affaire qu'il faut mentionner avec toute la clarté qu'il mérite. Il s'agit du contexte géopolitique. Parce que dans cette bataille entre Sonko et Diomaye, il ne s'agit pas seulement de deux hommes qui se disputent le contrôle d'un pays. Il s'agit aussi de visions du monde qui s'affrontent. Sonko a été présenté et s'est lui-même présenté comme un panafricaniste, un souverainiste, un homme qui veut rompre avec l'influence occidentale et particulièrement française sur le Sénégal et sur l'Afrique en général. Un positionnement qui lui a valu une immense popularité dans une jeunesse africaine en quête d'identité et de dignité. Mais voilà que certains de ses détracteurs lui reprochent aujourd'hui une contradiction fondamentale. Ils lui disent « Tu te dis panafricaniste, mais le panafricanisme c'est quoi exactement? C'est la dignité, c'est l'autonomie, c'est le respect des institutions que les Africains ont eux-mêmes construites. Le panafricanisme, ce n'est pas soutenir des coups d'État militaires dans des pays voisins. Ce n'est pas aller chercher la sécurité nationale chez des puissances étrangères comme la Russie ou d'autres acteurs non africains. Ce n'est pas compter sur des sacs de riz venus d'ailleurs pour nourrir des populations que leur propre gouvernement aurait dû prendre en charge. Ces reproches sont formulés par des voix diverses, venant d'horizons politiques différents. Mais ils convergent tous vers la même question. Ousmane Sonko croit-il vraiment en ce qu'il prêche? Ou est-ce que le souverainisme affiché n'est qu'un outil rhétorique au service d'une ambition personnelle? Une ambition qui, si elle est contrariée, pourrait pousser cet homme à utiliser tous les moyens, y compris les plus extrêmes, pour reprendre le contrôle. Et puis, il y a la question des partisans. Parce que Sonko a une base massive, enthousiaste, loyale. Des millions de Sénégalais qui croient en lui, qui ont marché pour lui, qui ont parfois souffert pour lui. Ces femmes et ces hommes, ces jeunes surtout, qui ont risqué leur vie dans les rues pendant les années d'opposition, qui ont été gazés, blessés, emprisonnés pour défendre une cause qu'ils croyaient injuste. Ces gens-là ne disparaissent pas du jour au lendemain, parce qu'un décret présidentiel a été signé. Et si Sonko décide de mobiliser cette base, pas pour une marche pacifique,
mais pour quelque chose de plus radical. Que se passe-t-il? Qui peut arrêter une foule quand elle est convaincue de combattre pour la justice? C'est la question que se posent les autorités sénégalaises. C'est la question que se posent les partenaires régionaux. Et c'est la question que devraient se poser tous ceux qui ont à cœur la stabilité de ce pays. Je veux maintenant aborder la dimension légale de tout cela avec encore plus de précision. Parce que si Sonko n'est pas légalement député, et si malgré tout il siège à l'Assemblée nationale, alors le président Diomaye Faye dispose d'options légales pour mettre fin à cette situation. Des options radicales, certes, mais légales. Il peut, selon certains juristes, décider de faire arrêter Sonko pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, pour s'être emparé d'un mandat impératif qu'il n'était pas légalement en droit d'exercer. Et il peut aller encore plus loin. Tous les députés qui auraient voté pour valider la présence illégale de Sonko à l'Assemblée pourraient théoriquement être poursuivis pour complicité de forfaiture. Voilà où nous en sommes. Voilà le niveau de tension juridique et politique que cette affaire a atteint. Et je vous pose la question directement. Est-ce que le Sénégal est en train de vivre une crise institutionnelle majeure? Est-ce que les fondations de sa démocratie sont en train de craquer sous le poids de cette confrontation? Ou est-ce que les institutions sont assez solides pour traverser cette tempête sans trop de dégâts? Pour répondre à ces questions, il faut comprendre quelque chose de fondamental sur la nature même du pouvoir et sur la manière dont les hommes réagissent quand ils se retrouvent face à lui. Sonko a passé des années à combattre pour accéder au pouvoir. Il a accepté d'aller en prison. Il a résisté à des pressions considérables. Il a survécu à des tentatives de le faire disparaître politiquement. Et quand le pouvoir était enfin à portée de main, pas le pouvoir de Premier ministre, mais le pouvoir suprême, la présidence, il s'est retrouvé barré par le résultat d'une élection qui a porté son allié et non lui-même à l'Élysée du Sénégal. Comprenez-moi bien, Diomaye est président, pas Sonko. Imaginez ce que cela représente psychologiquement pour un homme de cette trempe. Pendant des années, vous êtes le chef, l'idole, celui vers qui tous les regards se tournent. Et puis, par un jeu de circonstances liées à votre inéligibilité momentanée, au moment de l'élection présidentielle, c'est votre numéro 2 qui accède à la magistrature suprême. Et vous devenez Premier ministre, numéro 2, à votre tour, subordonné à celui qui, hier encore, marchait derrière vous. Ce n'est pas une situation facile à vivre. Et certains analystes affirment que c'est précisément cette tension, cette inversion de hiérarchie que Sonko vivrait comme une humiliation, qui expliquerait en grande partie ce qui se passe aujourd'hui. Pas une lutte idéologique, pas un désaccord sur la gestion du pays, mais une guerre d'ego, une bataille pour savoir qui est vraiment le chef. Et si Sonko ne peut pas être le chef par les voies institutionnelles normales, peut-être cherche-t-il à le devenir par d'autres moyens. Voilà pourquoi la thèse du coup d'État stratégique mérite d'être prise au sérieux. Voilà pourquoi les mots prononcés par des journalistes, par des juristes, par des observateurs politiques ne sont pas des exagérations. Ce ne sont pas des attaques personnelles. Ce sont des avertissements lancés à une société qui doit décider ce qu'elle veut faire de ses institutions. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que Sonko lui-même, par ses actions récentes, semble confirmer cette lecture. En cherchant à s'installer à l'Assemblée nationale malgré un contexte juridique flou, en cherchant potentiellement à prendre la tête de cette institution, en refusant, semble-t-il, d'accepter sa révocation comme une fin définitive. Chaque geste, chaque déclaration, chaque mouvement de ses partisans dans les rues alimente l'inquiétude de ceux qui voient dans tout cela les prémices de quelque chose de beaucoup plus dangereux. Nous allons faire une pause ici dans ce premier tableau, mais avant, je veux vous poser une question que je vous invite à garder en tête tout au long de cette vidéo. Quelle différence y a-t-il entre un homme qui se bat pour la justice et un homme qui se bat pour le pouvoir? Et est-ce qu'il est possible que ces deux motivations coexistent dans la même personne sans que cette personne elle-même le réalise pleinement? Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite. Bienvenue dans la deuxième moitié de cette première partie. Si vous venez d'arriver, permettez-moi de vous résumer en 2 mots ce que nous venons d'établir. 1. Ousmane Sonko a été révoqué de son poste de Premier ministre par Bassirou Diomaye Faye, le président qu'il avait lui-même contribué à mettre au pouvoir. 2. Sa légitimité à siéger comme député est contestée sur des bases juridiques solides. 3. Certaines sources affirment qu'il chercherait à utiliser l'Assemblée nationale comme tremplin pour renverser institutionnellement le président en exercice. Et 4.
Cette situation représente une menace sérieuse pour la stabilité démocratique du Sénégal. Maintenant, allons plus loin, parce que pour comprendre réellement ce qui se passe, il ne suffit pas de regarder les faits bruts. Il faut s'intéresser à l'histoire, aux précédents, au contexte régional et international. Et là, ce que l'on découvre est à la fois fascinant et profondément préoccupant. Commençons par le contexte régional. Le Sénégal n'existe pas dans une bulle. Il est entouré de pays qui ces dernières années ont connu des bouleversements politiques majeurs. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Niger, des pays où des militaires ont pris le pouvoir, parfois acclamés par une partie de la population qui voyait dans ces coups d'État une rupture salutaire avec des systèmes jugés corrompus et inféodés à l'Occident. Des pays qui ont expulsé les forces françaises, qui ont rompu avec les organisations régionales, qui ont cherché des alliances nouvelles avec des acteurs comme la Russie. Et dans tous ces pays, le discours panafricaniste, souverainiste a joué un rôle central. Un discours que Sonko tient lui aussi d'ailleurs. Certains observateurs n'hésitent pas à établir des parallèles troublants. Ils soulignent que Sonko a exprimé sa solidarité avec certains de ces régimes militaires, qu'il a flirté avec une rhétorique anti-française et anti-occidentale qui, dans certains contextes, a précédé des changements de régime violents, que son mode de mobilisation, les foules dans les rues, la jeunesse galvanisée, le sentiment d'urgence révolutionnaire, rappellent des dynamiques politiques qui ont précédé des crises dans d'autres pays de la sous-région. Ce sont des comparaisons que ces défenseurs rejettent vigoureusement, évidemment. Ils font valoir que Sonko est un démocrate convaincu, que sa lutte a toujours été légale et légitimée par les urnes, que comparer un élu du peuple à un putschiste militaire est une mauvaise foi caractérisée. Et ils n'ont pas complètement tort de souligner ces distinctions. Les contextes sont différents, les hommes sont différents, les histoires sont différentes. Mais voici ce que je vous demande de considérer. Dans chacun des pays où des coups d'État ont eu lieu ces dernières années, il y avait aussi des analystes, des journalistes, des citoyens qui disaient « ça ne peut pas arriver ici ». Le Sénégal, lui, est différent, disait-on. Le Sénégal a une tradition démocratique solide. Le Sénégal a des institutions qui fonctionnent. Le Sénégal ne bascule pas. Et puis, si cette conviction n'est pas suffisamment ancrée dans les pratiques institutionnelles concrètes, si les acteurs politiques commencent à jouer avec les règles du jeu démocratique, à les contourner, à les détourner, à les utiliser comme des armes plutôt que comme des garde-fous, alors cette conviction peut devenir une illusion dangereuse. Je ne dis pas que le Sénégal va basculer. Je ne suis pas devin et l'histoire des prophéties politiques catastrophistes est jonchée d'erreurs. Mais je dis que les signaux d'alerte sont là.